Dans cette deuxième présentation, nous allons voir les réseaux logiques programmables, ou bien PLD pour Programmable Logic Devices. Donc ces composants ont été les premiers à avoir été conçus, donc avant les FPGA. On va essayer de voir, après une introduction, la structure de base d'un PLD, la classification des différents PLD qui ont existé, leur configuration. Ensuite, on va voir les PLD qui sont les PAL, les GAL et les CPLD. On finira par donner un aperçu sur les méthodes de conception à base de PLD. La conception de circuits en électronique numérique nécessite l'utilisation d'un nombre important de circuits intégrés logiques. Ceci a donc pour conséquence que le prix de revient soit élevé, la mise en œuvre soit complexe et un circuit imprimé de taille importante. Le circuit va être encombrant. Le développement des mémoires utilisées dans les ordinateurs a donné l'idée aux gens de les utiliser comme circuits programmables. Ensuite, les gens ont essayé de développer des solutions alternatives à l'utilisation des composants ou bien des circuits intégrés logiques discrets. Donc ces composants, ce sont des composants programmables par l'utilisateur, pouvant implémenter n'importe quelle fonction logique. Philips a inventé en 1970 les premiers circuits logiques programmables, les PLA ou bien les FPLA. Il y a eu ensuite MMI qui a proposé les PAL et Xilinx qui a commercialisé en 1984 les premiers circuits de type FPGA et Lattice qui a conçu en 1985 des circuits programmables qu'ils ont appelés des GAL pour Generic Array Logic. Avant de commencer l'étude des structures des différents PLD qui existent, on va voir comment faire la conception d'une fonction logique en utilisant des multiplexeurs. On va voir ça à partir d'un exemple. Ici, nous avons une fonction f qui est définie par un certain nombre de valeurs en fonction des combinaisons sur trois entrées qui sont A, B et C. Alors, comment utiliser les multiplexeurs pour faire l'implémentation de cette fonction logique? Donc ici, on va utiliser un multiplexeur à deux entrées de commande. L'idée, c'est de séparer donc deux entrées de commande et de laisser la troisième qu'on va utiliser ou bien qu'on va introduire à partir des entrées d'information. Donc ici, nous avons un multiplexeur sur lequel on va mettre A et B, donc les entrées A et B sur les entrées de commande. On va essayer de voir quelles sont les valeurs à mettre sur les entrées d'information qu'on appelle d'une manière générale E0, E1, E2 et E3. Ici, bien sûr, c'est la sortie du multiplexeur. Alors, comment faire? On va essayer de séparer les différentes combinaisons sur A et B. Donc ici, nous avons, pour les deux premiers cas, nous avons A et B qui sont égales à 0, tous les deux. Ici, nous avons la combinaison 0, 1 sur A et B. Là, nous avons la combinaison 1, 0 sur A et B. Et enfin, la combinaison 1 et 1. Alors, pour chaque combinaison de A et B, on va essayer de définir la sortie F en fonction de C uniquement. Donc lorsque A et B sont à 0, ou bien on a la combinaison 0, 1, ensuite 1, 0, ou bien 1, 1. Donc ici, on va essayer de regarder. Donc, pour A et B égale à 0, 0, nous avons F qui est égal à 0, 1, ce qui est exactement les mêmes valeurs de C. Donc F pour A et B égale à 0, 0, on va mettre C. Ici, pour la combinaison 0, 1 sur A et B,
f, elle est égale à 1, quelle que soit la valeur de c. Donc on va mettre ici un 1. Ensuite, pour la combinaison 1, 0 sur a et b, donc on va mettre un 0 puisque la fonction, elle est égale à 0, quelles que soient les valeurs de c. Donc on va mettre un 0. Et enfin, pour la combinaison 1, 1 sur a et b, nous remarquons que f est égal à c bar. Ici, c égale à 0, f égale à 1, c égale à 1, f égale à 0. Donc, on va pouvoir écrire f égale à c bar. Et là, il suffit tout simplement, on sait que la sortie y d'un multiplexeur, elle est égale à a bar, b bar, e0 plus a bar, b, e1 plus a, b bar, e2 plus ab, e3. Alors ici, on va soit regarder la table qu'on vient de concevoir, ou bien cette fonction, on va pouvoir attacher à e0 la variable c. Donc ici, on va remplacer c dans e0. e1 va être égal à 1. E2 va être égal à 0 et E3 va être égal à C bar. Si on remplace ici, on va avoir Y qui est égal à A bar, B bar, C plus A bar, B, 1 est égal à 1. Ce terme va disparaître, plus A, B, C bar. Si on revient sur cette fonction f, on va voir que c'est la même configuration. Ici, nous avons A bar, B bar, C. Voilà le terme A bar, B bar, C. AB, donc c'est la simplification entre ces deux 1 là. Ensuite, A, B, C bar, donc c'est ce terme-là, ou bien ce 1 ici. Donc de cette manière, on a conçu une fonction en utilisant un multiplexeur. On avait dit tout à l'heure que les mémoires ont été les premiers éléments à avoir été utilisés pour concevoir des circuits logiques programmables. On utilise des PROM en particulier, on va les programmer pour implémenter une fonction logique. Par exemple, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, donc la fonction f avec les trois variables d'entrée a, b et c. Pour implémenter cette fonction, on va utiliser une mémoire. Ici, par exemple, juste à titre d'exemple, une mémoire ayant 4 lignes d'adresse et 8 lignes de données. Donc, de D0 jusqu'à D7. Et là, de A0 jusqu'à A3. Alors, pour utiliser cette PROM comme composant programmable, il suffit tout simplement de programmer les valeurs de la fonction dans la mémoire. Avant cela, il va falloir, dans un premier temps, attacher les lignes d'adresse ou bien attacher les variables d'entrée de la fonction aux lignes d'adresse de la mémoire. On va mettre ici C, puisque C ici c'est le LSB plutôt. Ici, on va mettre B et là, on va mettre A. Sur la dernière ligne d'adresse, on a le choix d'utiliser soit un 1 logique ou bien un 0 logique. Le fait d'utiliser un 0 va impliquer l'utilisation des premières 8 cases mémoire. Si l'on utilise un 1 logique ici, on va utiliser les 8 dernières cases mémoire. Donc ici, on va supposer qu'on va mettre ici un 1, juste à titre d'exemple. Donc, on va mettre les valeurs de la fonction f
sur les 8 dernières cases mémoire. On va prendre à partir du dernier. On va programmer ici un 0, là un 1, ensuite 2 0, 3 1 et un 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le fait d'utiliser un 1 donc, consiste ou bien implique l'utilisation des 8 dernières cases mémoire. Et là, on va obtenir la fonction f sur la sortie ou bien sur la ligne de données D7. Bien évidemment, ici, si l'on veut utiliser toute la mémoire, on peut aller jusqu'à l'implémentation de 8 fonctions logiques différentes. L'idée de base dans la conception des circuits PLD est l'utilisation des formes canoniques, en particulier la forme somme de produits. Ici, nous avons par exemple un PLD avec 2 entrées et 2 sorties. Donc ce PLD peut implémenter n'importe quelle fonction à 2 variables d'entrée. Il peut en implémenter 2 fonctions d'ailleurs, donc Q1 et Q0. Sur les produits, on forme toutes les combinaisons de A et B, toutes les combinaisons possibles. Donc ici nous avons A bar, A, B bar et B. Toutes ces combinaisons sont rattachées à toutes les portes E. Et tous les produits, les 4 produits qu'on peut obtenir, avec 2 variables bien sûr, sont attachés à la porte OU grâce à des fusibles. Alors ce qu'on voit ici, ce sont des fusibles. Un fusible permet d'établir une connexion ou bien une liaison. Si l'on veut rompre cette connexion, il suffit tout simplement de griller le fusible. Alors ici, le fait de programmer ce PLD consiste tout simplement à griller des fusibles et en garder d'autres intacts. Comme ça, on va pouvoir implémenter n'importe quelle fonction. Ici, n'importe quelle fonction à 2 variables. Alors, pour la simplification de la représentation, au lieu d'utiliser cette représentation-là, on va utiliser ces 2 formes. Donc ici, la porte est 2 entrées sur la même ligne. On va éviter d'utiliser des schémas trop encombrants. Ici, de la même manière, pour le schéma global, on va utiliser la sortie. Donc ici, nous avons la variable A, la sortie directe et la sortie complémentée. Et de la même manière, pour B, la sortie directe et la sortie complémentée. Donc ici, nous avons 4 fusibles intacts et là aussi 4 fusibles intacts. Alors, pour plutôt programmer la fonction, il suffit de programmer pardon. Donc il suffit de griller l'un ou l'autre des fusibles afin d'obtenir la fonction ou bien les 2 fonctions voulues. Ici, ce PLD avec cette forme-là peut implémenter 2 fonctions à 2 variables. On va voir ici un exemple de réalisation de 2 fonctions logiques en utilisant le PLD. Alors, ici, nous avons 2 fonctions Q0 et Q1 qui ont toutes les deux produits, ou bien c'est la somme de 2 produits. Donc on garde un fusible ici et l'autre fusible. Les 2 produits ici, on ne va pas les utiliser. Et de la même manière pour la deuxième fonction. Alors, pour la première fonction Q0, donc c'est le produit B et A bar. Et ici, B bar et A. Donc en fin de compte, on peut écrire Q0 sur le premier produit, donc c'est A B bar. Ensuite, OU, le deuxième produit, c'est A bar
et B. Et de la même manière, on peut écrire la deuxième fonction Q1, donc qui va être également la somme de deux produits. Donc le premier c'est A bar B bar, ou le deuxième produit c'est A B. A B. Donc à chaque fois que l'on veut garder un produit, on va utiliser ou bien on va laisser intact le fusible, sinon le fusible est grillé. Par exemple ici, on garde deux fusibles, les deux autres sont grillés par programmation. Pour ce qui est de la classification des PLD, nous avons dans un premier temps les pales non effaçables et les pales effaçables, ce qu'on appelle les EPLD, donc Erasable PLD. Dans les pales, nous avons les pales combinatoires et les pales séquentielles. Ensuite, les pales effaçables donc, se composent de deux familles qui sont les pales CMOS et légales, ou bien ce qu'on appelle les EPLD complexes, ou bien les CPLD. CPLD pour complexe PLD. Et d'un autre côté, nous avons les FPGA. Donc, c'est des réseaux de portes programmables ou bien de circuits programmables, de blocs logiques programmables. Dans les FPGA, il existe deux familles, les FPGA de type RAM, les FPGA à anti-fusibles. On va voir tout ça en détail par la suite. Alors, dans cette partie, nous allons voir les différentes configurations possibles des PLD. La première configuration, c'est celle où le réseau de E est fixe et le réseau de OU est programmable. Donc nous avons par exemple ici 4 variables. Nous avons toutes les combinaisons des 4 variables de 0, 0, 0, 0 ou bien de A bar, B bar, C bar, D bar jusqu'à la dernière combinaison A, B, C, D. Ici, on remarque qu'il y a uniquement 12 combinaisons de représenter. Le reste n'est pas représenté. C'est le même principe. Donc, pour cette configuration, donc la première configuration, le réseau de E est fixe et le réseau de OU est programmable. Elle correspond à une configuration telle que celle de la PROM ou bien des mémoires. Alors ici, ce sont les différentes adresses des cases mémoire, donc les différentes combinaisons sur les entrées A, B, C et D forment les différentes adresses des différentes cases mémoire. Ici, nous avons un réseau de OU qui est programmable, donc nous avons des fusibles qu'on peut griller ou bien laisser intacts pour former les trois fonctions possibles. Dans la deuxième configuration, celle des pales, donc Programmable Array Logic, donc nous avons un réseau de E qui est programmable, un réseau de OU qui est fixe. Donc nous avons 4 produits pour chaque fonction. On peut utiliser uniquement 4 produits pour chaque fonction. Donc ici, les 4 premiers sont utilisés pour la première fonction, les 4 suivants pour la deuxième, etc. Donc à chaque fois, nous avons uniquement un nombre fixe de produits pour chaque sortie de fonction. Mais pour ce qui est des combinaisons des entrées, des combinaisons des produits, nous avons quelque chose qui est programmable. Donc on peut choisir pour cette sortie, ce produit, la combinaison que l'on veut. Et de la même manière pour toutes les autres. Donc ici, on peut griller un fusible ou bien laisser un autre fusible afin de former un produit quelconque. Et là, on peut griller un fusible ou bien laisser intact en fonction de ce que l'on veut obtenir en sortie. La troisième configuration possible, c'est celle des PLA.
ou bien, donc PLA pour Programmable Logic Array, ou bien Field Programmable Logic Array. Donc dans ce cas-ci, nous avons un réseau de A qui est programmable et un réseau de OU qui est programmable également. Donc nous avons trois, par exemple ici dans cet exemple, nous avons trois sorties de fonctions possibles et nous avons toutes les possibilités sur toutes les sorties des produits qui peuvent exister. Et on peut former la combinaison que l'on veut. Donc ici, le réseau de A est programmable, donc il existe des fusibles partout. Et le réseau de OU est également programmable, il existe des fusibles partout. À partir de maintenant, on va essayer d'étudier les différents composants programmables qui existent, donc les PAL, les GAL, les CPLD et les FPGA. Dans cette présentation, on va y voir uniquement les PAL, les GAL et les CPLD. Les FPGA, on va les voir sur une présentation à part. Alors, on commence par les PAL. La structure générale d'un PAL est représentée par le schéma ici. Nous avons les entrées, les sorties, une entrée d'horloge pour les bascules si elle existe, un signal reset pour la remise à zéro des bascules également, et un signal OE de validation des sorties, ou bien un signal de contrôle à trois états des sorties, qui s'appelle Output Enable. Alors ici, nous avons un exemple d'un circuit PAL. Nous avons ici les entrées, de ce côté les sorties. Il y a plutôt des sorties qui peuvent faire office d'entrée et de sortie. On peut les configurer comme entrée, comme sortie. Par exemple, pour les 6 ici, le premier et le dernier, la sortie, elle est utilisée uniquement en sortie. Il y a une entrée supplémentaire à part, ici la 1 et la 11. Alors, nous avons 4 blocs de OU auxquels sont attachés 8 et. Ici, la configuration peut être réalisée sur les et ou bien sur les produits. Les produits vont être les combinaisons des entrées et éventuellement des entrées-sorties. Donc une sortie, on peut la ramener sur les entrées. Par exemple ici, nous avons toutes les lignes là, donc toutes les lignes horizontales permettent de relier ou bien de former les différents produits ou bien de relier les différentes portes et, donc les lignes horizontales. Les lignes verticales, donc ici nous avons, puisque nous avons 8 portes et donc nous avons 8 lignes horizontales pour chaque cellule ou bien pour chaque bloc. Donc 8 lignes ici, 8 lignes là, ainsi de suite. Ensuite, pour les lignes verticales, elles servent à connecter les entrées. Donc les 4 premières lignes sont pour l'entrée, la première entrée et son inverse, ou bien son complément. Et les 2 autres lignes, c'est pour l'autre ligne et son complément. Les 4 lignes suivantes, les 4 lignes verticales concernent le deuxième bloc. Les troisièmes, ou bien le troisième groupe de 4 lignes concerne le troisième bloc, ainsi de suite. Et aux intersections, nous avons les fusibles. Ici, les fusibles sont numérotés à partir de 0. Donc ici, nous avons du fusible numéro 0 jusqu'au fusible numéro 31. Et sur la deuxième ligne, de 32 jusqu'à 63. La troisième à partir de 64, ainsi de suite. Donc ici, chaque fusible a un numéro qui permet donc de le griller ou bien de le préserver pour former les fonctions que l'on veut. On voit ici dans ce schéma un seul bloc d'un PAL. On va essayer de voir de plus en plus près un bloc, comment qu'il est
ou bien comment qu'il fonctionne. Ici, nous avons pris l'exemple d'un PAL ou bien d'un type d'entrée-sortie combinatoire. Donc ici, la sortie, elle est uniquement combinatoire. Donc on ne peut pas, ou bien on ne dispose pas de bascule sur la sortie. On va voir qu'il existe d'autres types d'entrée-sortie qui sont qu'on appelle registres, donc qui contiennent des bascules. Alors ici nous avons l'entrée, sa valeur directe, le complément, donc ici par exemple si c'est l'entrée I, là c'est I et là c'est I bar. Là c'est pour ce qui est des 4 groupes de lignes verticales, les autres, elles concernent les autres blocs du circuit. Ici par exemple nous avons pris le deuxième bloc. Ici dans le deuxième bloc, donc nous avons les 8 portes logiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 7 premières permettent de configurer une fonction quelconque, une fonction combinatoire quelconque, donc sous la forme d'une somme d'un produit. La première porte ici, la première porte E, permet de réaliser une fonction de contrôle 3 états pour la sortie. Donc ici, la sortie, on peut la contrôler donc sous forme d'un contrôle à 3 états. Et là, sur cette partie, on peut voir que la sortie, on peut la réinjecter sur le réseau grâce à cette connexion. Et donc ici, nous avons la sortie et l'inverse de la sortie. Bien sûr, ici on remarque que les sorties sont inversées à la fin. Dans le deuxième type de bloc, nous avons ce qu'on appelle les sorties à registre. Les sorties à registre disposent en plus d'une bascule sur la sortie. Donc ici, nous avons de la même manière donc le réseau de fusibles, les lignes horizontales pour former les différents produits, le OU pour avoir la forme somme de produits. Ici, nous avons une entrée, donc ici le quatrième groupe de lignes verticales. Donc ici, on a affaire au quatrième bloc. Donc ici, les 4 premières lignes pour le premier bloc, ensuite le deuxième, le troisième, et là le quatrième. Donc ici, nous sommes sur le quatrième bloc. Donc il dispose de l'entrée, de son complément, donc l'entrée directe et l'entrée inversée, donc sur le réseau des fusibles. On peut également ramener la sortie de la bascule ici sur le réseau de fusibles, donc ici sous la forme Q bar. Donc ici on va obtenir sur cette partie la sortie Q, ou bien l'équivalent de la sortie Q de la bascule, et là la sortie Q bar. Donc ici c'est direct, donc Q bar, et là c'est inversé, donc c'est Q. Ici, nous avons le signal de l'horloge générale qui est relié à toutes les bascules de tous les blocs. Ici, nous avons une bascule de type D. Et enfin, nous avons un buffer 3 états qui est contrôlé par la ligne de contrôle général Output Enable. Donc, les sorties, on va pouvoir sélectionner ou bien valider ou bien dévalider la sortie de la bascule. Donc ici, on peut obtenir soit la sortie Q bar, ou bien on peut avoir un circuit à 3 états, ou bien en anti-impédance, pardon. Il existe également un troisième type de PAL, là où les sorties sont versatiles. Versatiles, ça veut dire qu'elles peuvent réaliser des fonctions soit combinatoires, soit séquentielles, ou bien des sorties à base de registre ou bien de bascule. Ici, dans cet exemple, nous avons, comme dans l'exemple ou bien dans les exemples précédents, nous avons la fonction combinatoire à réaliser. Donc le réseau
de porte A sur une porte O pour former la fonction combinatoire. Là, nous avons une bascule qu'on peut au choix utiliser ou pas sur la sortie. Ici, nous avons un premier multiplexeur et là, un deuxième multiplexeur. Le premier multiplexeur, donc dont les entrées sont S1 et S0, S1 et S0, ce sont deux lignes supplémentaires de configuration des sorties. Alors, les entrées de commande S0 et S1 du multiplexeur permettent de choisir la source qui va être appliquée à la sortie. Donc ça peut être soit la sortie de la fonction combinatoire, l'inverse de la fonction combinatoire, la fonction séquentielle en quelque sorte, ou bien la sortie de la bascule, et l'inverse de la sortie de la bascule. Donc c'est ça les quatre possibilités sur le multiplexeur, ou bien les quatre entrées d'informations sur le multiplexeur. Le multiplexeur va fonctionner en fonction des quatre combinaisons. 0,0 à registre actif bas, 0,1 registre actif haut, 1,0 combinatoire actif bas et 1,1 combinatoire actif haut. Alors, pour 1,0, nous avons ici combinatoire actif bas. Donc combinatoire, donc c'est la sortie de la fonction combinatoire qui va être injectée sur la sortie du multiplexeur. Et pourquoi on dit actif bas? Parce que ici nous avons la sortie qui va être inversée par cet inverseur sur la sortie. Ensuite, la combinaison 1,1 permet d'obtenir une fonction également combinatoire. Donc c'est la même fonction combinatoire ici qui est inversée et inversée de nouveau donc pour obtenir la fonction actif O ou bien la fonction dite active O. C'est une fonction combinatoire. Donc les deux premières combinaisons, c'est des fonctions combinatoires qu'on va avoir sur la sortie. Les deux combinaisons suivantes, c'est des combinaisons là où on utilise la bascule. Ici, c'est la sortie Q de la bascule qui est sélectionnée pour la combinaison 0, 0. Ensuite, elle est inversée, donc on va obtenir ici Q bar. Et là, c'est Q bar qui est sélectionné pour la combinaison 0, 1. Donc, et elle va être inversée, on va obtenir Q. C'est pour cela que pour la première combinaison 0, 0, on dit registre actif bas, parce qu'ici, on va obtenir Q bar. Et pour la deuxième combinaison 0, 1, on va avoir la combinaison registre, puisqu'on a la bascule, et actif O. Q bar, inversé ici, on va obtenir Q. La porte inverseuse ici a une commande 3 états. Donc ici, grâce à une fonction logique que l'on peut définir, programmable également, et avec laquelle on va commander la sortie 3 états. Donc c'est soit l'une des sorties du multiplexeur ou bien une sortie en haute impédance. Et en même temps, cette sortie, elle peut jouer le rôle d'une entrée. Elle peut être réinjectée sur le réseau de fusibles grâce à ce retour. Donc ici, on peut injecter soit la sortie disons la sortie finale du bloc ou bien la sortie de la bascule ici et ce en fonction de la valeur de S1 parce que S1 égale à 0 on va réinjecter Q bar lorsque S1 égale à 1 on va injecter la sortie du bloc donc on va la réinjecter sur le bloc de fusible. Alors sur ces schémas, on va voir d'une manière simplifiée ou bien d'une manière un peu plus claire les différentes combinaisons pour le PAL versatile. Donc 0, 0 ici, registre actif bas, donc registre. Nous avons la sortie de la fonction qui va sur une bascule et là
en inverse. Donc actif bas, ici combinatoire, il n'y a pas de bascule, et actif bas, puisqu'il y a un inverseur sur la sortie de la fonction. Là, nous avons registre, puisqu'il y a la bascule, et actif haut, puisque nous avons une sortie directe de la sortie de la bascule. Et là, nous avons actif combinatoire actif haut. Donc ici, nous avons directement la sortie de la fonction combinatoire sans utiliser de bascule. Enfin, pour finir avec les pales, nous donnons un exemple d'un circuit dont la référence est le TIB PAL 16R6-7C ou bien TIB PAL 16R6-10M. Donc ici, nous avons l'ensemble des entrées. Là, c'est les entrées-sorties. Nous avons 2 blocs combinatoires et 6 blocs séquentiels. Vous pouvez consulter plus de détails sur ce circuit ou bien un autre type de pale ou bien une autre référence sur le site de Texas Instruments ou bien sur leur datasheet. On va essayer maintenant de voir un autre type de PLD, un autre type de composants programmables qui sont les GAL et les pales CMOS. Par rapport aux pales qu'on appelle bipolaires, qu'on vient de voir, les fusibles ont été remplacés par des transistors CMOS, ce qui donne un aspect de reconfigurabilité ou bien de reprogrammation pour les GAL et les pales CMOS, contrairement aux pales bipolaires classiques, donc où le composant n'est programmable qu'une seule fois. Alors, les GAL, ou bien les pales CMOS, donc ce sont des composants similaires. Il existe 2 types, donc les GAL et pales CMOS classiques et les pales CMOS et les GAL asynchrones. Alors, pour les GAL classiques, l'architecture est pratiquement similaire à celle des pales bipolaires qu'on vient de voir. Seulement, sur la sortie ou bien au niveau de la sortie, nous disposons d'un bloc logique avec plus de souplesse pour la programmation ou bien la configuration. Donc là, nous avons toujours la fonction combinatoire, la bascule qui permet de réaliser des circuits séquentiels. Ici, nous avons en plus une porte ou exclusive qui permet d'inverser ou non la sortie combinatoire. Lorsqu'elle est égale à 0, nous avons la sortie directe. Lorsqu'elle est égale à 1, ici nous avons l'inverse de cette fonction. Nous avons également quelques multiplexeurs. Donc ces multiplexeurs peuvent réaliser la configuration de ce bloc logique. Ce bloc logique, on l'appelle OLMC, donc pour Output Logic Macro Cell. Donc ici, nous avons des bits de configuration généraux qui sont SG1 et SG0, qui sont généraux pour tous les blocs logiques du circuit, et pour chaque bloc, chaque bloc il a des bits de configuration propres qui sont SL0X et SL1X. Donc ces bits-là permettent de réaliser la configuration sur les différents multiplexeurs. Grâce disons à ces 4 bits, on peut avoir les différentes combinaisons sur le bloc logique de sortie. Donc nous avons la possibilité d'avoir un registre actif bas, donc la sortie elle est sur Q, elle est inversée, donc actif bas et registre puisqu'on utilise une bascule. Là également nous avons un registre, donc une bascule. La sortie elle est prise sur Q bar, non pas sur Q, et elle est inversée.
donc là, ou bien elle est prise sur Q et sans inversion ici. Donc on a l'équivalent d'un registre actif O. On peut avoir également une combinaison pour entrée-sortie combinatoire active bas. Donc ici nous éliminons en quelque sorte l'utilisation de la bascule. On prend directement la sortie sur le O de la fonction combinatoire qu'on peut prendre actif à l'état bas ou bien actif à l'état haut, donc en fonction de l'utilisation de cette porte ou exclusif. Et enfin, on peut avoir également une sortie uniquement. Ici, c'est des entrées-sorties. Donc en même temps, la sortie elle est réinjectée sur le circuit. Et là, nous avons uniquement des sorties. Donc soit une sortie combinatoire active bas ou bien une sortie combinatoire active haut. On peut avoir sur la patte d'entrée-sortie, on peut la configurer en tant qu'entrée dédiée, uniquement entrée. L'autre type de GAL qui existe, ce sont les GAL et les PAL CMOS asynchrones à registre. Donc, de la même manière comme pour les GAL classiques, ils disposent également d'une bascule dans la macrocellule, mais cette fois-ci, la macrocellule, elle est un petit peu différente. La différence réside essentiellement dans l'existence de deux lignes qui sont AR et AP. Ce sont des lignes d'initialisation A0 et A1. Ces lignes proviennent de la partie configurable, donc issue de porte E. Donc on peut réaliser ou bien combiner une fonction quelconque pour attaquer les lignes AR et AP. Ces deux lignes, lorsqu'elles sont toutes les deux A1, elles permettent d'éliminer la bascule et de rendre le circuit combinatoire. Ici, de la même manière, nous avons une porte ou exclusive qui permet de contrôler ou bien de programmer la polarité, donc actif bas ou bien actif haut. Donc la sortie ici, la polarité de la sortie de la fonction, elle peut être directe ou bien inversée. Nous avons également deux lignes qui permettent d'initialiser la bascule à une valeur quelconque. Donc nous avons PD pour data, pour la valeur à entrer ou bien à initialiser. Et ici, c'est la ligne de commande PL, c'est pload, donc qui permet de charger une valeur, la valeur présente dans l'entrée PD, sur la bascule. Et de la même manière, il y a un multiplexeur qui permet de choisir l'origine de la sortie, soit à partir de la bascule ou bien à partir de la fonction combinatoire. Et enfin, on peut avoir une configuration de la macrocellule de sortie à registre avec polarité, donc polarité pour commander la fonction directe ou bien la fonction inversée grâce à ce XOR, ou bien configurer la macrocellule en sortie combinatoire également avec polarité. Un autre type de composants programmables, ce sont les CPLD. Donc C pour complexe PLD. Ces composants ont été inventés pour la première fois par la firme américaine Altera. À cette période, à la période vers début des années 80, à cette période, il n'existait uniquement que les pales classiques à fusibles. Donc ces composants, les CPLD, ont eu un très grand succès du fait qu'ils ont la possibilité d'être effacés et reprogrammés. Alors,
Tout simplement, les CPLD sont constitués par un ensemble de pales ou bien de galles qui sont reliés par un réseau d'interconnexion. Donc ici, nous avons un bloc pale ou bien un bloc qui ressemble à un pale. Ici, plusieurs blocs, des blocs d'entrée-sortie, et tous ces éléments-là sont reliés par ce qu'on appelle un réseau d'interconnexion. En dernier point, nous allons parler de la conception à base de PLD. Alors, les méthodes de conception qu'on peut avoir, ce sont les méthodes schématiques ou bien les méthodes par programmation. Dans le cas de la première méthode, donc la méthode schématique, elle est utilisée pour des schémas assez simples. Dans le cas où les schémas ou bien les circuits à concevoir deviennent relativement complexes, la méthode schématique devient de plus en plus difficile, donc il est préférable d'utiliser la méthode de programmation. Dans ce cas, on utilise un langage appelé un langage de description matérielle, HDL pour Hardware Description Language. Il en existe beaucoup, parmi lesquels donc ABEL, VHDL ou bien Verilog. Pour ce qui est des outils de développement, donc nous devons disposer d'un système de développement et d'un programmateur. Le programmateur, c'est un équipement qui permet de générer les signaux nécessaires à la programmation du circuit. Le système de développement est une suite logicielle composée par plusieurs modules qui permettent de réaliser la saisie de schémas, la saisie de programmes. Ils permettent la compilation ou bien la synthèse des circuits, donc qui consiste à établir les fusibles à détruire et les fusibles à garder intacts, donc ce qu'on appelle un synthétiseur. Et le système de développement doit également disposer d'une partie ou bien de modules de simulation. Donc la partie simulation permet de vérifier le bon fonctionnement du circuit avant son implémentation sur le composant programmable.